Ok, c'est parti. Bien, donc deuxième volet du diptyque antibiotique, la résistance des bactéries aux antibiotiques. On va parler de la résistance d'une façon très générale. Tout d'abord des mécanismes moléculaires, et ça c'est extrêmement important pour vous de les comprendre, c'est quelque chose qui vous restera. Et plutôt que vous faire un long catalogue de toutes les résistances importantes chez toutes les bactéries, je vais tâcher d'illustrer par quelques exemples pertinents en santé publique humaine la résistance acquise au travers de chacun des mécanismes. Ce que je vous demande de savoir, c'est le mécanisme lui-même, être capable de l'expliciter simplement, en quelques lignes si on vous interroge dessus, et aussi de connaître ces fameux exemples les plus pertinents. Ils sont tous extrêmement importants, et ça, vous devez vraiment les savoir en sortant de ce cours. La deuxième partie du topo sera consacrée à la façon dont les bactéries stockent l'information de la résistance sur des gènes et essentiellement sur leurs chromosomes et des éléments génétiques mobiles. Et puis enfin, en conclusion, on parlera de l'origine des gènes de résistance, comment sont-ils apparus et surtout comment se développent-ils, comment s'entretiennent-ils, comment persistent-ils dans les populations bactériennes et pourquoi nous causent-ils autant de soucis. Alors si on reprend de façon un tout petit peu différente ce qu'on avait dit en préambule de la première séance sur l'activité des antibiotiques, on peut donner 4 conditions essentielles, obligatoires pour qu'un antibiotique soit actif sur une bactérie. Ces 4 conditions sont des conditions essentielles. S'il en manque une, l'antibiotique ne fonctionne plus. Première condition, il faut que l'antibiotique possède une cible bactérienne spécifique. Il faut que l'antibiotique, lorsqu'il arrive sur cette cible, soit toujours sous forme active. S'il a été inactivé avant, naturellement, ça ne marchera pas. Il faut qu'il accède à la cible. Un antibiotique qui se balade à distance de la cible, mais qui n'y arrive pas parce que, par exemple, il y a une barrière entre lui et elle, c'est un antibiotique qui sera inactif. Et puis enfin, quand toutes ces 3 conditions sont réunies, il faut que l'antibiotique puisse interagir efficacement avec la cible en l'inactivant. Et c'est ça qui va provoquer l'arrêt de la croissance bactérienne. Donc je vous le répète, si l'une de ces conditions n'est pas remplie, la bactérie est résistante à l'antibiotique. De façon courante, beaucoup de bactéries sont naturellement résistantes à différents antibiotiques. C'est ce qu'on appelle la résistance naturelle. La résistance naturelle, c'est la résistance de toutes les souches d'une espèce bactérienne donnée. Vous prenez une espèce, Escherichia coli par exemple, eh bien, il y a des antibiotiques qui sont totalement inactifs sur Escherichia coli, quelle que soit la souche. Souche hospitalière, souche animale, souche environnementale, peu importe. Alors ces résistances naturelles, eh bien, elles peuvent avoir pour origine le manque d'une des conditions qu'on vient précédemment de lister. Par exemple, si on prend la première condition, posséder une cible bactérienne active, eh bien, certaines bactéries ne possèdent pas de cible aux bêta-lactamines. C'est le cas des mycoplasmes. Vous vous souvenez que les bêta-lactamines sont actifs sur la synthèse du peptidoglycane, mais il se trouve que les mycoplasmes sont les bactéries qui ne possèdent pas de peptidoglycane. Donc cible absente, pas d'activité des bêta-lactamines, résistance naturelle de tous les mycoplasmes aux bêta-lactamines. Si on prend un exemple d'absence de la seconde condition, on peut avoir un antibiotique qui a une cible spécifique dans une bactérie. Par exemple, l'amoxicilline, le clamoxyle, il possède une cible chez Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa possède des PLP, et l'amoxicilline est un agoniste de ces PLP. Malheureusement, quand l'amoxicilline s'approche de Pseudomonas aeruginosa, elle est détruite par des bêta-lactamases, des enzymes qui l'inactivent. Donc il y a inactivation de la bêta-lactamine, de l'amoxicilline, et donc pas d'effet antibiotique. Troisième exemple, un antibiotique qui a tout pour être actif, la vancomycine, il a la cible, il demeure constamment sous forme active puisque rien ne le détruit. Eh bien, comme on l'a vu dans la séance précédente là encore, la vancomycine, elle a un défaut, c'est que c'est une molécule énorme et elle n'arrive pas à franchir la barrière qui entoure les bactéries à gram négatif, cette fameuse membrane externe. Donc bien que l'antibiotique ait tout pour réussir, là il n'arrive pas à passer ce blindage. La cible est inaccessible, l'antibiotique est inactif sur les bacilles à gram négatif. Et puis dernier exemple, un antibiotique qui a tout, lui encore, il arrive même à passer les membranes externes les plus imperméables.
C'est l'astréoname, c'est une bêta-lactamine à très large spectre qui ressemble un peu aux céphalosporines de troisième génération que vous serez amené à utiliser. Eh bien, l'astréoname est étonnamment inactif sur les bactéries à gram positif. Ça ne marche pas sur les staphylocoques, ça ne marche pas sur les streptocoques. Et là, la raison en est que la cible, les PLP des grammes plus, ne correspondent pas à l'astréoname. L'astréoname est incapable de les inactiver. Alors, il y a des PLP quand même. L'antibiotique demeure sous forme active. Il accède à la cible facilement. Malheureusement, son interaction avec la cible est mauvaise ou nulle et il n'y a pas d'effet antibiotique. Vous voyez qu'au travers de ces 4 exemples, on a finalement, dans chaque cas, une inactivation spécifique d'une des conditions qu'on avait précédemment listées. Mais ce qui va nous préoccuper le plus, c'est la résistance acquise. On considère, au moins en ce qui concerne les praticiens des laboratoires, qu'ils connaissent la résistance naturelle des bactéries, qui ne vont pas suggérer une bêta-lactamine sur une infection à mycoplasme. En revanche, ce qui est évolutif dans le temps, c'est cette fameuse résistance acquise. C'est la résistance de certaines souches d'une espèce normalement sensible qui deviennent résistantes à un antibiotique. C'est malheureusement ce qui grève de plus en plus la qualité de nos traitements antibiotiques. Chez les pathogènes les plus importants, le taux de résistance est évolutif et c'est en général toujours dans le sens de l'accroissement. Alors qu'est-ce qui fait qu'une bactérie va devenir résistante aux antibiotiques? Eh bien, ça peut être que la cible de l'antibiotique a disparu. On verra que c'est une très belle stratégie utilisée par les staphylocoques dorés, par exemple, qui font disparaître la cible, ou en tout cas, ils la remplacent, ils font disparaître la cible de l'antibiotique principal, qui est l'oxacilline. Autre possibilité, la bactérie se blinde et la cible de l'antibiotique devient inaccessible, alors que dans les souches sauvages, elle l'était. Et puis, le mécanisme le plus général, le plus courant, c'est que l'antibiotique est inactivé par des missiles tirés par les bactéries. Vous allez voir que je vais reprendre à dessein cette terminologie un peu militaire. Ce n'est pas une passion chez moi, mais néanmoins, c'est plus didactique pour que vous compreniez. Donc, on va voir ces différentes stratégies, ces différents mécanismes de résistance. Auparavant, comment est-ce qu'on détecte cette résistance? Vous avez vu que la mesure de l'activité des antibiotiques, dans le cours précédent, c'était une série de tubes par antibiotique. Il fallait faire des dilutions, il fallait regarder si ça poussait ou pas. Sachez quand même, mais on le verra très largement en TP, je suis tout à fait désolé, la photo n'est pas passée sur le PC à partir du Macintosh. Il y avait 2 antibiogrammes sur cette diapositive. Vous les verrez... on fera un petit topo introductif au TP. Sachez qu'on peut tester sur une boîte de pétri de 12 cm sur 12 jusqu'à 16 antibiotiques. Et au lieu de mesurer des croissances dans des tubes, on mesure des diamètres d'inhibition autour de petites pastilles qui contiennent les antibiotiques. Donc je vous montrerai ce que c'est qu'une souche sauvage et qu'une souche avec une résistance acquise. Donc ce petit bug contourné, on passe au vif du sujet. Tout d'abord, les stratagèmes de la résistance, c'est-à-dire les mécanismes moléculaires et les exemples pertinents que, je vous le rappelle, il faut que vous reteniez. Alors, cette partie va s'articuler autour de 3 axes. Je vais vous parler de ce qui rend inoffensifs les antibiotiques par inactivation. C'est ce que j'ai appelé le désarmement. J'ai repris les termes d'un très bon papier qui était paru dans le journal généraliste La Recherche en l'an 2000, un article de Patrick Triocuo de l'Institut Pasteur qui avait utilisé ces termes et qui sont très didactiques. Deuxième stratégie, le blindage, c'est empêcher l'antibiotique d'atteindre sa cible. Et puis, troisième stratégie, la plus sophistiquée, la plus difficile à mettre en route, mais la plus efficace sans doute, c'est le camouflage, modifier une cible bactérienne pour qu'elle reste active, mais qu'elle ne soit plus reconnue par l'antibiotique. On va donc commencer par, entre guillemets, le désarmement. Et la façon la plus efficace qu'ont trouvé les bactéries de détruire, de désarmer certains antibiotiques, c'est de les détruire carrément. On avait évoqué dans le premier cours l'inactivation des bêta-lactamines, ou en tout cas le rôle essentiel que jouait ce cycle carré bêta-lactame, absolument indispensable
à l'interaction de la bêta-lactamine avec sa cible, la PLP? Eh bien, de très nombreuses bactéries sont capables de produire des enzymes qui cassent la liaison qui se trouve ici, la fameuse liaison bêta-lactame. Ces enzymes s'appellent donc des bêta-lactamases. Elles hydrolysent cette structure et comme vous vous en souvenez peut-être, la structure maintenue rigide par ce cycle à 4 sommets, si elle est cassée, fait que la molécule tourne sur elle-même et n'a plus du tout la configuration nécessaire pour être reconnue par les PLP. Donc cette inactivation par les bêta-lactamines rend les molécules complètement inactives. Et il existe, y compris chez les bêta-lactamines les plus actives, comme les carbapénèmes, l'imipénème ou les céphalosporines de 3e génération, eh bien pour chacune de ces molécules, il existe au moins une bêta-lactamase qui est capable de l'exploser complètement et de la rendre inactive. Quelques exemples extrêmement importants de résistance par production de bêta-lactamase. Historiquement, bien qu'elle n'ait plus une grande importance clinique, la résistance des staphylocoques à la pénicilline G. En 1943, la pénicilline G est introduite en thérapeutique. À l'époque, tous les staphylocoques de l'univers, ou en tout cas de ce qu'on en connaissait, sont sensibles à la pénicilline G. 5 ans après, 70% des souches et maintenant 90% des souches sont résistantes à la pénicilline G. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet intervalle? Eh bien, des souches qui possèdent un gène de pénicillinase, une enzyme qui clive la pénicilline, ont envahi nos hôpitaux, les patients, et donc on considère qu'il y a une résistance très très élevée à la pénicilline. Elle ne se dément pas de nos jours, c'est entre 80 et 90%. Néanmoins, la pénicilline G n'est plus depuis longtemps, et vous le comprendrez bien, l'antibiotique de choix pour traiter les staphylococci. Autre exemple important, dans les années 60, Escherichia coli, germe responsable d'infection urinaire, sensibilité à l'amoxicilline, 100%. Dans les années 70, 10% de résistance. En l'an 2000, 50, 60% de résistance d'Escherichia coli. La résistance gagne, et c'est une résistance qui est toujours médiée par ces fameuses bêta-lactamases. Les entérobactéries, qui posent beaucoup de problèmes en ville comme à l'hôpital, sont des bactéries qui sont de plus en plus résistantes aux bêta-lactamines par production de bêta-lactamase. Une bactérie communautaire de grande importance, Haemophilus influenzae, bactérie qui donne de très nombreuses infections, donc un grand poids économique puisque ce sont des infections de l'enfant, en particulier les otites et les conjonctivites de l'enfant. C'est une bactérie qui donne également dans certaines conditions des méningites redoutables. Eh bien, c'est une bactérie qui était totalement sensible à l'amoxicilline jusqu'aux années 80. À partir des années 80, on a vu apparaître des gènes de bêta-lactamase dans les souches d'Haemophilus influenzae, conférant une résistance complète à l'amoxicilline et nécessitant le recours à d'autres drogues plus difficiles à manier et écologiquement moins satisfaisantes pour le patient. Alors, si vous êtes amené un jour à lire un peu de littérature sur les bêta-lactamases ou même des articles généralistes sur la résistance aux bêta-lactamines, vous verrez qu'il y a des centaines, voire maintenant des milliers de bêta-lactamases différentes. Les spécialistes les caractérisent par leurs propriétés enzymatiques. Ils mettent ça dans des tubes à essai et ils vous disent telle bêta-lactamase hydrolyse telle molécule. Nous, ce qui nous intéresse plutôt dans les laboratoires, c'est le spectre d'action. Le spectre d'action, il va résulter des caractéristiques enzymatiques. Dans un tube à essai, telle enzyme est capable de cliver le claforan, tel autre l'amoxicilline, tel autre l'imipénème. Mais les différentes bactéries vont exprimer ces bêta-lactamases à différents niveaux. Donc le niveau d'expression est extrêmement important. Une bactérie qui produit peu de bêta-lactamase, on va parfois pouvoir continuer à donner une bêta-lactamine. Et si on en donne suffisamment, comme il y a peu d'enzymes inactivateurs, on va quand même arriver à un résultat. Il y a d'autres bactéries qui produisent, qui surproduisent, surexpriment leur gène de bêta-lactamase, qui produisent des quantités gigantesques, et là le spectre change. Quand la bêta-lactamase était produite à petit niveau, ça touchait très peu certaines molécules, mais s'il y a suffisamment de bêta-lactamase produite, alors on va avoir une inactivité clinique de tel ou tel antibiotique. Donc, je n'entrerai pas plus dans le détail, on verra un petit peu en TP ce qu'il en est.
de ces bêta-lactamases qui peuvent être à très large spectre ou au contraire à spectre très étroit. Sachez néanmoins qu'il en existe qui sont capables de cliver à peu près toutes les molécules de notre arsenal thérapeutique contemporain. Alors on change de mode d'inactivation et on reste quand même dans le désarmement, donc dans l'inactivation des antibiotiques, mais cette fois-ci, une stratégie utilisée, par exemple pour une famille importante que vous connaissez bien maintenant, qui est celle des aminosides, qui est un désarmement par modification. C'est une modification chimique sans destruction de la molécule. Alors vous aviez vu dans le cours précédent ce schéma qui représente une molécule ici qui doit être une molécule d'amicacine ou de canamycine, donc un aminoside avec ses 3 sucres. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de résidus, ici en particulier des résidus hydroxyles ou des résidus aminés, qui donnent le nom aminoside. Eh bien, ces structures sont assez réactives et certaines bactéries arrivent à greffer sur les aminosides de grosses molécules, des radicaux acétates, des radicaux phosphates, éventuellement même des nucléotides. Je vous rappelle le fonctionnement des aminosides. Ce sont des molécules qui s'enchâssent assez précisément dans certains sites des ribosomes. C'est un ribosome qui est représenté ici. Voilà l'aminoside, le petit missile qui arrive. Et s'il interagit avec le ribosome, avec les protéines ribosomales, vous savez qu'à distance, il va exercer un effet. Et cet effet va être d'empêcher l'élongation de la chaîne peptidique néoformée par lecture de l'ARN messager. Eh bien, lorsqu'il y a une modification stéréochimique par la bactérie de l'aminoside, par exemple une phosphorylation sur les groupements hydroxyles, une nucléotidylation sur les groupements hydroxyles aussi, ou une acétylation sur les groupements amines, eh bien, cette greffe d'un énorme résidu va modifier la configuration de l'aminoside. L'aminoside se retrouve chargé avec un énorme appendice, et cet énorme appendice, étonnamment, l'empêche de pénétrer dans le site actif. Ça suffit à rendre totalement inactif l'antibiotique. Il ne pénètre plus dans le ribosome, il n'exerce plus son effet inhibiteur. Donc vous voyez qu'on peut désarmer en détruisant, mais on peut désarmer simplement en modifiant. Et souvent, c'est plus facile pour les bactéries de modifier parce qu'elles possèdent déjà les enzymes, elles leur servent à autre chose, les enzymes d'acétylation, de nucléotidation. Elles existent dans la cellule, elles ont d'autres fonctions et elles sont capables également de prendre en charge les aminosides. Seconde stratégie, le blindage. Ça, c'est un mécanisme qui est un peu moins spécifique, mais qui est très intéressant quand même, et puis très efficace pour certains antibiotiques, en particulier pour les quinolones. L'objectif, si tant est qu'une bactérie puisse avoir un objectif, c'est d'empêcher l'accès de l'antibiotique à une cible vitale. 2 stratégies, imperméabiliser, un vrai blindage, ou laisser rentrer l'antibiotique, mais le faire immédiatement ressortir par un système qui s'appelle un système d'efflux. On va voir ces 2 possibilités en détail. Première stratégie, l'imperméabilisation. On va voir tout de suite que c'est une stratégie qui est absolument limitée aux bactéries à Gram négatif. Pourquoi ? Eh bien, voici un tout petit rappel de la structure de la paroi des bactéries. Ici, les bactéries à Gram positif. Vous avez l'intérieur de la bactérie qui est ici. Vous avez une bicouche phospholipidique avec des protéines enchâssées, une membrane cytoplasmique classique. Et puis, vous avez à l'extérieur ce qu'il faut vraiment visualiser comme une espèce de grillage assez lâche mais très rigide, qui est la paroi. Vous voyez que la paroi est ici très épaisse, et toutes les molécules peuvent arriver jusqu'au site actif, soit à l'intérieur de la bactérie, soit au niveau de la membrane cytoplasmique. Chez les Gram négatifs, en revanche, le peptidoglycane, ici en jaune, est réduit à une portion tout à fait congrue. Il est extrêmement mince, mais en revanche, il est surmonté d'une structure qui est cette fameuse membrane externe, une autre bicouche phospholipidique, mais surtout très protéique. Cette enveloppe, c'est un véritable blindage. Elle est heureusement percée par des canaux, et ces canaux sont des canaux protéiques qu'on appelle les porines. Voici une seconde représentation de la membrane externe d'un Gram négatif. Ici, membrane cytoplasmique, ici, le peptidoglycane, représenté comme un grillage,
et ici la fameuse membrane externe. Vous avez ici une porine qui est représentée de façon un tout petit peu plus adéquate. Ce sont des trimères protéiques qui définissent 3 canaux, et ils servent essentiellement, ces canaux, à faire rentrer à l'intérieur de la bactérie les nutriments. Ils n'ont pas été mis là pour faire rentrer les antibiotiques, ils font rentrer les nutriments, et en particulier les petits nutriments hydrophiles, les sucres et les acides aminés. Donc ces sucres et ces acides aminés passent par là. Eh bien, un certain nombre de bactéries vont voir les antibiotiques emprunter ce chemin pour arriver sur les sites de leur activité. Eh bien, parmi ces bactéries, certaines sont capables de modifier la porine, de modifier le canal de façon à exclure l'antibiotique, de façon à ce qu'il ne rentre plus. Alors c'est une stratégie assez fine parce qu'il faut empêcher l'accès de l'antibiotique en modifiant les canaux, mais laisser quand même les acides aminés et les sucres rentrer à l'intérieur des cellules. Et ça, ce n'est pas toujours très simple. Et les bactéries qui réalisent l'imperméabilisation pour résister aux antibiotiques, souvent, fonctionnent moins bien que les bactéries qui possédaient les porines à l'état natif. Néanmoins, dans un milieu comme l'hôpital, où il y a beaucoup de pression antibiotique, ces bactéries-là sont quand même favorisées, puisque ce sont les seules qui survivent à la pression de sélection des antibiotiques. Mais néanmoins, retenez quand même que ces mécanismes d'imperméabilité sont des mécanismes qui ne favorisent pas ce qu'on appelle la fitness des bactéries, c'est-à-dire leur bien-être, leur bon fonctionnement. Alors, quelques exemples de résistance par imperméabilité. On va commencer par le bas de la diapositive. Je vous rappelle, ce ne sont pas des résistances acquises. On en a parlé déjà, qu'il existe une résistance naturelle des grammes négatifs aux grosses molécules incapables de franchir les porines quelles qu'elles soient, comme les glycopeptides, la vancomycine, on en a parlé suffisamment maintenant, mais également certaines bêta-lactamines, comme l'oxacilline, qui est le bon anti-staphylocoque. Eh bien, l'oxacilline est une molécule qui rentre très très mal chez les bactéries à grammes négatifs et on ne peut pas traiter une infection à Escherichia coli avec de l'oxacilline, par exemple. Et puis, c'est la même chose pour des molécules comme la clindamycine, qui est un lyncоsamide, c'est apparenté aux macrolides, ou les streptogramines, qui sont des molécules antistaphylococciques. Alors, ce qui est plus important, ce sont les résistances acquises. Les résistances acquises par imperméabilité, elles concernent essentiellement des bactéries environnementales, et parmi elles, la seule qui ait vraiment un grand rôle à l'hôpital, en médecine humaine, c'est Pseudomonas aeruginosa, un germe extrêmement répandu dans l'environnement, vous le côtoyez tous les jours, mais chez les sujets fragilisés, il a le défaut de devenir parfois invasif, et surtout, il est d'emblée assez résistant aux antibiotiques. Il peut très facilement le devenir extrêmement résistant. Les résistances les plus courantes sont celles aux bêta-lactamines, notamment à la ticarciline, qui est une pénicilline, une sorte d'amoxicilline modifiée active sur Pseudomonas aeruginosa, dont on s'est servi pendant une trentaine d'années, et qui maintenant est de façon assez constante inactive. Et c'est aussi le mécanisme de résistance qu'ils ont trouvé contre les bêta-lactamines les plus puissantes que sont les carbapénèmes, comme l'imipénème. Et puis, plus important encore, c'est une des façons dont Pseudomonas aeruginosa lutte contre les fluoroquinolones qui sont de plus en plus utilisés. Donc, il suffit de modifier la perméabilité pour empêcher ces molécules d'accéder. Je ne vous donnerai pas d'autres exemples d'imperméabilité. On va passer tout de suite à l'autre stratégie de blindage, qui est le rejet de l'antibiotique. C'est une stratégie dans laquelle les bactéries résistantes produisent une pompe qu'on appelle une pompe d'efflux. C'est un système de pompe refoulante, localisé dans la membrane cytoplasmique, et qui permet d'expulser l'antibiotique vers l'extérieur de la bactérie. À l'inverse de ce qu'on a vu avec l'imperméabilité, c'est une stratégie des bactéries à grammes positifs et des bactéries à grammes négatifs. On va voir comment. Vous avez vraiment besoin de ça? OK. Bien. Vous avez le support. Hein. Alors pour ceux qui ne veulent pas entendre le commentaire, il y a même vous avez un support PDF que je donne à certains de vos camarades et vous avez en plus un support MP3 du commentaire seul disponible sur le site. On reprend le schéma précédent. Le schéma précédent de la membrane, c'est la présence de porines qui laisse passer les petits antibiotiques hydrophiles, et puis pour certains antibiotiques lipophiles, un passage direct à travers la bicouche
On est dans le cas des bactéries à Gram négatif ici naturellement. Donc en temps normal, les antibiotiques rentrent à l'intérieur et chez des bactéries qui possèdent ces fameuses pompes d'efflux, représentées ici, eh bien, on va avoir une pénétration normale de l'antibiotique. Cet antibiotique peut soit exercer son activité au niveau de la synthèse du peptidoglycane, soit rentrer à l'intérieur de la membrane cytoplasmique pour, dans le cytoplasme, exercer son activité sur les ribosomes, les acides nucléiques, que sais-je encore. Eh bien, si la pompe d'efflux est présente, il va se produire la chose suivante. Que l'antibiotique soit resté dans le périplasme ici, ou qu'il soit rentré à l'intérieur de la cellule, il est pris en charge par cette grosse unité qui est cette fameuse pompe refoulante proprement dite. C'est la sous-unité rouge ici. Et chez les bactéries à Gram négatif, le système est un petit peu plus complexe, puisqu'il faut non seulement la pompe, mais il faut en plus un système de tuyaux qui permettent à l'antibiotique d'être réellement expulsé à l'extérieur de la bactérie. Donc il existe ici une espèce de porine secondaire, c'est des structures qui sont assez voisines, hein, donc un canal qui permet la sortie. Et pour faire la jonction entre les deux, une pièce intermédiaire ici. Vous voyez que le système n'est pas tout à fait simple puisqu'il est encodé par au moins 3 gènes différents pour les 3 sous-unités. Il n'est pas très facile pour une bactérie de construire ce type de système, on va y revenir. Chez les grammes positifs, le système existe également, mais vous le comprendrez facilement, il est beaucoup plus simple, puisque seule la partie de la pompe est nécessaire, il n'y a plus de membrane externe à franchir, donc plus de pièces intermédiaires, plus de porines supplémentaires à inventer. Donc là, les antibiotiques traversent le peptidoglycane, agissent sur la membrane ou là. Non, ils n'ont pas le temps s'il y a la pompe. L'antibiotique est immédiatement pris en charge et expulsé à l'extérieur de la cellule. Okay. Alors, ce sont des stratégies qui ont été analysées il y a finalement relativement peu de temps, puisque tout le travail important s'est fait dans les 7 ou 8 dernières années, et on n'est pas encore tout à fait au point en ce qui concerne la mécanistique de ces processus. Ce qui en revanche est sûr, c'est qu'ils prennent une importance de plus en plus grande en thérapeutique humaine, et en tout cas, il faut les prendre en compte, en particulier dans la résistance des pneumocoques au fluoroquinolone. Alors jusqu'à présent, les pneumocoques, responsables d'infections dont la plus importante est l'otite, mais là encore, comme pour Haemophilus influenzae, une complication qui peut être une méningite gravissime, eh bien, les pneumocoques étaient traités par des bêta-lactamines. Or, avec le temps, l'efficacité des bêta-lactamines est devenue quasiment nulle, en particulier chez les souches des enfants qui fréquentent des collectivités, donc la majeure partie des enfants dans nos pays. Donc on a essayé de trouver des alternatives thérapeutiques, des alternatives facilement assimilables, et parmi elles, des fluoroquinolones spécifiques ont été développés, comme par exemple la moxifloxacine, MOXI. Donc la moxifloxacine est un antibiotique actif sur le pneumocoque. Et bien, à peine a-t-elle été introduite en thérapeutique qu'on s'est aperçu que certains pneumocoques devenaient résistants, et le mode de résistance, c'est un mode d'efflux avec une pompe de ce type-là. La quinolone rentre, mais avant qu'elle ait eu le temps d'agir sur sa cible, je vous rappelle les topoisomérases, eh bien, elle est rééjectée à l'extérieur de la bactérie. Donc ça a potentiellement, pour les années à venir, une résistance très importante, un mécanisme important. On avait vu que Pseudomonas aeruginosa pouvait être résistant au fluoroquinolone par imperméabilité. On s'aperçoit de plus en plus maintenant qu'il possède également des pompes qui sont assez peu spécifiques et qui arrivent à faire très bien sortir cet antibiotique. Et puis, chez les bactéries à Gram positif, c'est essentiellement la résistance aux tétracyclines qui est médiée par ces pompes d'efflux. Alors, quelle est l'origine de ces mécanismes qui sont relativement complexes, en particulier chez les Gram négatifs? Alors, chez les Gram négatifs, comme Pseudomonas aeruginosa, on a vraiment bien étudié la question. On s'étonnait de trouver des systèmes de pompes. Il y en a plusieurs. Il y en a au moins 4 différentes chez Pseudomonas aeruginosa. C'est quand même des systèmes génétiques complexes, il faut encoder les 3 sous-unités, il faut les assembler, il faut que ça marche. Ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel comme ça, à partir du moment où on a introduit les antibiotiques en thérapeutique. Ce sont des choses qui existent depuis très longtemps, et on s'est aperçu que les gènes de pompe étaient présents dans toutes les souches de Pseudomonas aeruginosa. Vous me direz pourquoi est-ce qu'on ne s'en était pas aperçu avant? Eh bien parce que dans les conditions pathologiques, les conditions de l'infection, ces gènes n'étaient pas exprimés. Ils n'étaient pas exprimés parce qu'ils ne servaient pas à grand-chose. En revanche, Pseudomonas aeruginosa, comme je vous l'ai dit, est une bactérie environnementale qui a une vie à l'extérieur importante. Et cette vie importante, notamment dans les flaques d'eau, dans les rivières, dans les cours d'eau,
c'est une vie dans laquelle il rencontre de nombreuses substances toxiques. Est-ce que vous pouvez vous taire un tout petit peu? Ça me gêne un peu. Ces rencontres que fait Pseudomonas aeruginosa avec des substances toxiques, en particulier avec des cations métalliques, le cadmium, le zinc, qui sont extrêmement toxiques, a fait qu'au cours des millénaires, ou des centaines de millénaires qui se sont écoulés depuis que cette bactérie est apparue en tant que telle, ces systèmes sont développés pour éliminer les toxiques. Donc il y a des systèmes de pompes qui sont assemblés pour éliminer le cadmium, pour éliminer le zinc, pour éliminer les différentes substances toxiques rencontrées dans l'environnement. Et ce qui s'est passé récemment, c'est que ces systèmes ont été dérégulés, surproduits par les bactéries hospitalières pour pouvoir prendre en charge les antibiotiques. En petite quantité, ils ne servent pas, ou ils ne servent que dans l'environnement. Quand il y a des substances toxiques, on ne les retrouve pas chez les patients, on ne les retrouve pas à l'hôpital normalement. Mais à l'hôpital, la pression de sélection toxique, elle est différente, ce sont les antibiotiques. Eh bien, ces pompes, on s'est aperçu, étaient capables de prendre en charge certains antibiotiques, en particulier les fluoroquinolones, souvent de petites molécules. Donc, des gènes qui existent déjà, retenez pour les pompes, ils n'ont pas été fabriqués ou inventés par les bactéries depuis les années 40, ils datent d'il y a bien plus longtemps, et c'est leur dérégulation, leur hyperproduction qui provoque la résistance. Chez des bactéries comme les staphylocoques, il n'y a pas à l'état naturel dans le génome de gènes encodant des pompes. Alors comment les staphylocoques, eux, sont-ils devenus résistants par production de pompes d'efflux? Eh bien, ils ont carrément importé les systèmes d'espèces environnementales qui les possédaient. Il y a eu des transferts génétiques, et ça, on va en parler dans la section suivante. Auparavant, on va voir la troisième stratégie, la stratégie dite de camouflage. Cette stratégie qui consiste pour les bactéries à modifier la cible de telle sorte qu'elle ne soit plus reconnue par l'antibiotique. C'est une stratégie particulièrement importante, je vous l'ai dit, pour les staphylocoques dorés, et on va voir comment. Je reprends un schéma qui était présent dans le cours précédent, qui vous montre de façon très schématique une cible antibiotique, donc une structure, un enzyme, une fonction bactérienne qui est essentielle à la survie de la bactérie et à sa croissance. Et puis un antibiotique qui lui est parfaitement adapté. Dans les conditions optimales pour le thérapeute en tout cas, l'association stable de l'antibiotique et de la cible va produire l'effet antibiotique, c'est-à-dire l'arrêt de la croissance bactérienne. Certaines bactéries sont capables de modifier des cibles essentielles de façon à ce qu'elles ne soient plus reconnues par l'antibiotique. Un peu comme pour l'imperméabilité, c'est une stratégie extrêmement coûteuse. La cible, qui a été formée par des centaines de millions d'années d'évolution, qui a une activité qu'on peut estimer optimale, si elle est modifiée, elle ne va pas fonctionner aussi bien. C'est donc en général pour les bactéries un élément péjoratif que d'avoir à changer de cible. Néanmoins, si la pression de sélection antibiotique est importante, seules les bactéries avec la cible modifiée vont survivre. Donc quelques bactéries, on va voir avec le pneumocoque par exemple, sont capables de modifier des cibles essentielles comme les PLP et de les rendre impropres à la liaison avec l'antibiotique. Pas de liaison antibiotique-cible, les bactéries survivent, se multiplient, le traitement a échoué. La seconde stratégie est beaucoup plus fine et beaucoup plus efficace pour les bactéries, c'est celle des staphylocoques dorés vis-à-vis des bêta-lactamines. Dans les conditions normales, la bactérie va garder sa cible normale, très active, mais à forte affinité pour l'antibiotique. Donc tant que l'antibiotique n'est pas présent, la bactérie fonctionne avec cette cible. Et elle fonctionne très bien, la bactérie survit. Si on met l'antibiotique, la bactérie s'est prévue une solution de rechange. Elle a fait une cible surnuméraire qui peut prendre la place de celle-ci quand elle est bloquée. Chez les staphylocoques, il existe deux types de PLP2, la PLP essentielle à la synthèse du peptidoglycane, la PLP normale qui fonctionne bien, et la PLP2A qui, elle, fonctionne moins bien, mais est insensible à l'action des bêta-lactamines. En temps normal, c'est la PLP2 qui fait le peptidoglycane. Quand il n'y a pas d'antibiotique, ça marche très très bien. Si en revanche on met un antibiotique, de l'oxacilline par exemple, alors l'antibiotique va se fixer sur la PLP2 et la bloquer.
Et c'est à ce moment-là que la deuxième PLP intervient. Elle n'est pas sensible à l'antibiotique. Et le temps que l'antibiotique sera présent, elle va fabriquer du peptidoglycane. Alors un peptidoglycane un peu anormal, pas aussi solide, pas aussi adapté, mais néanmoins qui permet à la bactérie de survivre en attendant que l'orage antibiotique soit passé pour pouvoir reprendre ses synthèses normales avec la PLP normale. Est-ce que vous avez bien compris ce schéma? Il est absolument essentiel pour comprendre la résistance à la méticilline. Et je pense que vous le savez parce que la médiatisation en est forte, mais c'est un problème crucial à l'hôpital, vraiment crucial, et qui ne risque pas de s'améliorer dans les 20 années à venir. On est d'accord? C'est compris? Alors on va prendre quelques exemples de résistance par modification de cible. Le premier, c'est la résistance des staphylocoques à l'oxacilline, je viens de vous en parler, c'est une PLP supplémentaire. Très important, la résistance des pneumocoques depuis 30 ans maintenant par modification de leur PLP, résistance aux bêta-lactamines, à la pénicilline G notamment. Mais ce ne sont pas seulement les PLP qui peuvent être modifiés, d'autres cibles peuvent l'être, en particulier les ribosomes, dans la résistance aux macrolides par exemple, ou les gyrases, les fameuses topoisomérases, dans la résistance aux fluoroquinolones. Donc ça, ce sont 4 exemples vraiment importants, les 2 premiers étant cruciaux. Bien, alors on a vu l'essentiel qu'étaient les mécanismes. Maintenant, je vais quand même vous donner un tout petit peu de notion de génétique de la résistance pour que vous compreniez comment la résistance se transmet et persiste. Il y a 3 types de supports génétiques. Il y a d'abord la mutation de gènes préexistants. La bactérie possède des gènes, ces gènes sont mutés et la résistance apparaît. Cette stratégie n'est transmise que de bactérie mère à bactérie fille. Elle ne se transmet pas d'espèce à espèce, par exemple. Ce sont des mutations génétiques. L'autre stratégie est, elle, très efficace puisqu'elle peut se disséminer entre espèces. C'est l'acquisition de gènes. Certaines bactéries peuvent acquérir dans le milieu extérieur des gènes de résistance. Et puis on verra qu'il existe une stratégie intermédiaire entre les deux qui s'appelle la transformation suivie de la recombinaison homologue. Donc on va voir en détail chacune de ces modes, de ces supports génétiques. Et la première, c'est la mutation de gènes préexistants. Les bactéries en permanence font muter leur génome. Comme je vous l'ai sans doute déjà dit précédemment, les bactéries ne connaissent pas le sexe, elles ne connaissent pas la méiose, elles ne connaissent pas le mélange des caractères génétiques. Donc pour acquérir de la diversité et pour s'adapter aux conditions changeantes auxquelles elles sont exposées, elles font muter exprès leurs gènes. Elles laissent des erreurs quand elles répliquent leur ADN. Les mutations sont relativement rares, elles ont des fréquences qui sont différentes pour chaque gène, mais en général, c'est une mutation par million de bactéries ou jusqu'à une mutation par milliard de bactéries. La fréquence est donc de 10-6 à 10-9. Et le taux de ces mutations est stable. Qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, les bactéries mutent toujours de la même façon. Elles font des erreurs avec leur polymérase, des erreurs exprès. Ces mutations, une fois qu'elles sont apparues, elles sont héréditaires. Elles sont transmises aux bactéries filles. Et comme les populations bactériennes augmentent de façon très très rapide, par division successive, on arrive à avoir des envahissements très importants des biotopes par des bactéries résistantes. Je vous ai donné ici quelques gènes qui sont susceptibles, des gènes qui sont importants pour l'activité des antibiotiques, qui sont susceptibles de muter en entraînant des résistances. Les plus importants de tous, en ce qui vous concerne, sont les gènes des gyrases, des topoisomérases, qui, quand ils sont modifiés par mutation, vont rendre les bactéries insensibles aux quinolones. On trouve à peu près la même chose avec les gènes des ARN polymérases qui entraînent la résistance à la rifampicine. Et ça, ce sont des résistances extrêmement fréquentes. Quand vous exposez les bactéries à ces agents-là, vous voyez très vite des mutants résistants apparaître. De façon plus anecdotique, on a vu les porines avec l'imperméabilité. Des mutations dans le gène des porines vont diminuer la lumière. Et puis, il existe des tas de systèmes de bêta-lactamase qui sont réprimés à l'état normal chez les bactéries et qui, par mutation, peuvent perdre leur activité. Le répresseur perd son activité. Il y a hyperproduction de la bêta-lactamase. Bien, donc l'exemple important, c'est surtout ADN gyrase et ADN polymérase. On en reparlera avec la tuberculose.
Il faut bien voir que ça n'est jamais l'antibiotique qui crée la résistance, qui crée la mutation. L'antibiotique, il est juste là pour sélectionner. Le schéma le plus important de ce cours est probablement celui-là. Dans une population bactérienne, en permanence émergent des bactéries résistantes. Ici, la bactérie résistante est figurée en rouge, au milieu des bactéries sensibles figurées en vert. Que vous ayez ou que vous n'ayez pas mis d'antibiotiques dans le milieu, qu'on se trouve en 2006 ou qu'on se trouve il y a 1 milliard d'années, il y a en permanence dans les populations bactériennes émergence de souches résistantes. Mais en général, ces souches résistantes n'ont aucun avantage sélectif, bien au contraire. Donc, en l'absence d'antibiotiques, cette bactérie résistante va se diluer dans la population et probablement disparaître parce qu'elle est moins adaptée. Si vous vous trouvez dans la situation qui prévaut, notamment dans les hôpitaux et chez les patients infectés depuis les années 50, là, il y a une pression de sélection très forte, c'est celle des antibiotiques. Dans ce cas-là, sur cette population dans laquelle se trouvait une seule bactérie résistante, l'effet de pression de sélection va entraîner la disparition des bactéries sensibles. La bactérie résistante se retrouve toute seule avec tout le biotope à sa disposition, et comme la nature et les bactéries ont horreur du vide, elles se multiplient extrêmement rapidement et on se retrouve très vite avec un patient, voire un hôpital, qui est plein de bactéries résistantes. Le seul rôle de l'antibiotique, ça n'a pas été de créer la résistance, ça a été de la sélectionner. Retenez vraiment ce schéma, il est très important à comprendre. Alors, comment se fait l'autre mécanisme, comment se fait l'autre apparition de gènes de résistance? C'est l'acquisition de gènes. Les bactéries sont relativement perméables à certains gènes. Elles sont capables de prendre dans le milieu extérieur ou au contact d'autres bactéries voisines un ou plusieurs gènes qui vont les rendre insensibles à un antibiotique donné. Alors, les gènes de résistance qui peuvent être acquis peuvent encoder n'importe quel mécanisme de résistance. Altération ou modification de la cible, inactivation d'antibiotiques, efflux, peu importe. Et ces gènes de résistance sont portés par des éléments génétiques mobiles. Ces éléments génétiques, ils sont au nombre de 3 globalement. Les plasmides, dont Olivier Lemenant a dû vous parler dans le 2e cours, les transposons et les intégrons. Je vous demande juste de connaître ces 3 noms et de connaître le mode d'action des plasmides. Les plasmides, c'est des sortes de mini-chromosomes à réplication autonome qui peuvent rentrer dans les bactéries, se multiplier et être transmises à des bactéries voisines, parfois même des bactéries d'espèces éloignées. Le mode de transmission est le suivant. Vous avez ici une bactérie résistante qui possède un plasmide de résistance. C'est ce cercle rouge ici. C'est comme un chromosome supplémentaire. Ce chromosome supplémentaire ici confère la résistance. La bactérie est indiquée en rouge ici. Si elle rencontre une autre bactérie, elle se colle à elle et le plasmide ici va se dérouler et se dupliquer dans l'autre bactérie. Résultat, une copie fille du plasmide dans la bactérie blanche, alors que la bactérie rouge reste résistante elle encore. Vous voyez que ce système permet de faire passer un ensemble de gènes de bactérie à bactérie sans qu'il y ait besoin d'une relation de type sexuel. Okay ? C'est comme ça que se transmettent énormément de caractères de résistance. Les transposons, c'est quelque chose d'un tout petit peu différent. Je vous donne ce schéma sans le détailler vraiment. Ce sont de tout petits éléments qui sont figurés ici par des petites flèches rouges. Ces petites flèches rouges sont capables de sauter. Elles sautent au sein d'un chromosome, d'un endroit du chromosome à l'autre. Elles peuvent sauter du chromosome à un plasmide, s'il y a un plasmide dans la cellule. Elles peuvent sauter de plasmide à plasmide et elles peuvent sauter à nouveau de plasmide à chromosome. Elles permettent à des gènes chromosomiques de passer de bactérie à bactérie, alors que le transfert du chromosome lui-même en entier est naturellement impossible. Ce système est extrêmement utilisé par les bactéries à gram positif. Alors, ce qui est important de voir, c'est qu'à la différence de la résistance par mutation, la localisation sur des plasmides ou des transposons des gènes facilite leur propagation. Non seulement la bactérie mère va transmettre le plasmide à ses filles, mais également à des espèces proches ou éloignées. On a donc à la fois ce qu'on appelle un transfert vertical, de mère à fille, et un transfert horizontal d'espèce à espèce. Un patient qui acquiert une bactérie résistante avec un plasmide peut se retrouver en quelques heures avec une flore totalement contaminée par ce plasmide et donc résistante.
quelques exemples de résistance par acquisition de gènes. Vous avez le support, hein, vraiment, et je ne vous ai dit que ce qu'il y avait sur la diapositive, en l'occurrence. Parmi les gènes de résistance acquis présents sur des plasmides, les plus importants sont ceux dont on a parlé tout à l'heure, les gènes des pénicillinases, des bêta-lactamases de façon générale, notamment celle de staphylocoque doré, celle qui confère la résistance à la pénicilline G. On trouve maintenant la résistance à la vancomycine des entérocoques et des staphylocoques dorés. Et puis des choses un peu plus anodines comme la résistance aux macrolides. Et chez les grammes plus, quelques pompes d'efflux, comme les pompes d'efflux aux tétracyclines. Mais retenez que ce sont essentiellement les gènes des bêta-lactamases et malheureusement les gènes de résistance à la vancomycine qui sont les gènes qui sont transmis par des plasmides. Les plasmides, il faut voir ça comme un virus de bactéries et ça peut contaminer très très vite des tas d'autres espèces. Le plasmide peut être présent dans une espèce tout à fait anodine, non pathogène, et sauter dans une espèce pathogène. Enfin, un mode intermédiaire entre la mutation et la transformation et l'acquisition de gènes extérieurs par un plasmide, c'est ce qu'on appelle la transformation et la recombinaison homologue. La transformation, c'est un mot qui a un sens différent de son sens vernaculaire. La transformation, c'est la capacité pour les bactéries de manger de l'ADN et de l'intégrer ensuite dans leur génome. Donc certaines bactéries sont capables d'acquérir de l'ADN nu qu'elles trouvent dans l'environnement, notamment quand elles vivent sur les muqueuses, c'est le cas des pneumocoques et des méningocoques notamment. Et au lieu de détruire cet ADN pour le recycler, elles vont utiliser les séquences qu'elles prennent, et si ces séquences ressemblent à leur gène à elles vont réaliser des espèces de mosaïques. Un gène homologue sur leur chromosome, un gène qu'elles viennent d'absorber, et elles vont réussir une espèce de fusion entre les deux gènes qui se ressemblent énormément, et les bactériophiles vont avoir un gène qu'on appelle un gène mosaïque par un phénomène qui s'appelle la recombinaison homologue. C'est une façon pour les bactéries qui vivent dans des milieux extrêmement confinés comme les muqueuses. Prenez par exemple la muqueuse oropharyngée. Elles n'ont pas d'échange avec l'extérieur. Il y a finalement assez peu d'espèces. Et pour évoluer, les mutations ne suffisent pas. Elles ne peuvent pas aller piocher des gènes à l'extérieur puisqu'elles ne fréquentent pas les bactéries environnementales. Donc elles vont elles-mêmes créer de la différence au niveau de leur génome. Et l'exemple que je vous demande de retenir au travers de ce schéma, c'est celui des PLP du pneumocoque. Pour expliquer la résistance des pneumocoques à la pénicilline, on a mis assez longtemps et on s'est aperçu en particulier qu'on pouvait avoir dans la bouche d'un sujet ou dans la gorge d'un sujet des streptocoques, un pneumocoque, Streptococcus pneumoniae, parfaitement sensible. Le gène de la PLP chez ce pneumocoque est parfaitement sensible à la pénicilline. Enfin, en tout cas, le produit de ce gène est sensible à la pénicilline. Il est représenté ici, voilà la PLP en question. Elle a des sites actifs essentiels à son activité. Et vous avez en blanc le génome d'un pneumocoque sauvage. Eh bien, on s'est aperçu que chez certains patients ou chez certains animaux de laboratoire, à côté de ces pneumocoques, dans la gorge, il y a d'autres streptocoques qui peuvent être également parfaitement sensibles à la pénicilline. Eh bien, à partir de souches tout à fait sensibles à la pénicilline, il peut y avoir acquisition par les pneumocoques de l'ADN des streptocoques, comme Streptococcus oralis. Et là, au lieu que cet ADN soit détruit et recyclé, eh bien, cet ADN va fusionner, va former ces fameuses structures mosaïques. Vous voyez ici, elles sont représentées par les portions noires à l'intérieur ou grises à l'intérieur du gène blanc. Eh bien, à partir de deux gènes qui encodent des PLP parfaitement sensibles à la pénicilline, on a vu émerger des souches de pneumocoques résistantes à la pénicilline. Le gène blanc encode une protéine sensible à la pénicilline. Le gène noir encode une protéine sensible à la pénicilline, mais la mosaïque encode une PLP résistante. À partir de bactéries absolument sensibles et de gènes absolument sensibles, on va avoir création de structures qui confèrent la résistance. Ça a été une très grande découverte de la fin des années 80 et on a vu que la résistance ne venait pas nécessairement de gènes tout faits, elle pouvait s'inventer, et notamment dans des endroits aussi importants que les muqueuses de l'homme, chez des agents pathogènes.
Alors, pour conclure, un mot sur l'origine de la résistance. Je vais vous donner un exemple unique, mais il est sans doute valable pour beaucoup de gènes de résistance. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et je vous l'ai dit en préambule du tout premier cours, la plupart des antibiotiques sont élaborés par des bactéries ou des champignons, mais surtout par des bactéries. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand ces bactéries ont commencé à produire des antibiotiques? Eh bien, elles ont en même temps produit l'antidote. Une bactérie qui produit un antibiotique se suicide, a priori. Eh bien non, au même moment où elle produisait les antibiotiques, elle produisait l'antidote, c'est-à-dire les gènes de résistance. Donc dans l'environnement, s'est développée toute une population bactérienne, notamment dans le sol, qui produisait des antibiotiques pour éliminer les concurrents autour, mais qui possédait naturellement les mécanismes de défense contre ses propres antibiotiques. Eh bien, ces gènes de résistance étaient présents et ils ont disséminé à partir de ces bactéries environnementales. Et à partir des bactéries environnementales, ils sont passés à d'autres bactéries environnementales, puis dans les plantes, puis dans l'alimentation, puis finalement, ils ont atterri chez l'homme. Et l'exemple le plus important et le mieux documenté, c'est celui de la résistance à la vancomycine. La résistance à la vancomycine est assez complexe chez les Gram+, notamment chez les entérocoques et les staphylocoques. Et comme vous le voyez sur ce schéma, elle est composée d'au moins 7 gènes, dont les plus importants sont les gènes VAN H, A et X. Lorsqu'un entérocoque ou un staphylocoque devient résistant, ça veut dire qu'il acquiert tous ces gènes, donc un gros paquet de gènes. Ça, il ne peut pas l'avoir inventé lui-même, il l'a pris à l'extérieur. Eh bien, des gens ont eu, il y a une dizaine d'années, ont eu l'idée d'aller regarder chez la bactérie qui produit la vancomycine, qui s'appelle Amycolatopsis orientalis, peu importe. Ils ont pris cette bactérie qui vient du sol, qui produit la vancomycine, et ils ont regardé comment elle se défendait contre la vancomycine. Et ils se sont aperçus qu'elle possédait un gène VAN-H, un gène VAN-X et un gène ici de synthèse du peptidoglycane qui est extrêmement homologue à VAN-A. Et on peut tout à fait penser que ce bloc de gènes est passé, alors avec différentes modifications et mutations au cours du temps, parce que ça s'est fait probablement il y a très longtemps, il est passé de bactérie en bactérie pour finalement atterrir dans le tube digestif des ruminants et de l'homme chez Enterococcus faecalis. Mais à l'origine, la plupart des gènes de résistance sont des gènes qui ont été inventés par les micro-organismes producteurs d'antibiotiques. Je m'arrêterai là. On aura l'occasion en TP de reparler des antibiotiques et puis surtout on aura l'occasion en pointillé d'en parler dans les prochains cours qui eux maintenant sont des cours de bactériologie classique. On commence avec les staphylocoques et les infections à staphylocoques la semaine prochaine. Merci.